Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le grand, le beau, le talentueux Clément Vergon. Bonjour Clément. Bonjour Émilie, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir plus que partagé. On en a déjà discuté. C'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quelques années et tu m'avais fait un espèce de petit tour de passe-passe, justement. On vient d'en discuter en termes de process com. Et c'est le sujet du jour, donc ça tombe bien. Parce que c'est vrai que tu m'avais lâché comme ça 2-3 trucs et je me suis dit, je ne connais pas comment est-ce qu'il sait tout ça, cet homme-là. Est-ce que c'est un détective privé? Mais non, j'ai appris qu'en fait, il avait un outil secret et extraordinaire dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, pour les rares qui ne connaîtraient pas encore Clément, qui est donc Clément JV? Clément, tu es donc conférencier, coach et formateur spécialisé en management, leadership et progression de carrière. Clément est donc beaucoup dans le B2B, tu nous en parleras tout à l'heure. Tu accompagnes les entreprises à optimiser leur performance en aidant les dirigeants et les managers à faire grandir leur posture managériale, leur leadership et la qualité de leur communication en remettant, tadam, j'adore, le sens, le plaisir et l'envie au cœur de leurs actions. Quel magnifique programme. Alors, Merci. la process.com m'a fait craquer, Clément m'a fait craquer, et alors quand on lit ça, que voulez-vous? On ne peut que recraquer sur le craquage. Et donc, Clément, sans plus attendre, dis-moi pourquoi tu as, s'il te plaît, accepté de participer à ce sommet. Mais pour toi, mais bien évidemment. Pour toi, Émilie, c'est une évidence. Non, mais déjà, ça c'est vrai, c'est la première raison. C'est une évidence. Voilà, quand tu m'as demandé, je dis mais oui, bien évidemment. Et deuxièmement, parce que c'est vrai que apprendre à avoir conscience de qui l'on est et de comment on fonctionne et de comment se gérer, eh bien, c'est quelque chose qui peut changer des vies. C'est quelque chose qui fait du bien, infiniment du bien. Euh, et en fait, il y a plein de portes d'entrée différentes. Et c'est vrai qu'au travers de justement de ton sommet, tu apportes la possibilité d'expérimenter plein d'outils différents pour justement apprendre à mieux se connaître, à mieux se gérer. Et voilà, il y a des outils qui vont plus parler à certains, des outils qui vont plus parler à d'autres. Et quand tu m'as proposé de parler de la process communication, bah, en fait, pour faire simple, moi, c'est un outil qui a changé ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé par la suite de l'enseigner. Donc, je me suis dit que si ça pouvait changer la vie de certaines autres personnes, bah, c'est tant mieux. Voilà. Je, je, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent trouver des clés absolument incroyables pour apprendre à mieux se gérer, mieux se comprendre grâce à cet outil. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir le présenter, de pouvoir en parler. Et c'est justement finalement l'une de mes questions, hein, c'est qu'il y a effectivement pléthore d'outils qui font des tas de choses, qui sont aussi excessivement puissants. Et l'idée de ce sommet, c'est aussi de démêler un peu la pelote de laine en se disant, bah, tiens, finalement, bah, quels sont les outils qui existent, par quoi est-ce qu'on commence, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre à un moment donné. Et donc, du coup, je me tourne vers toi en disant, bah, tiens, voilà, c'est un outil qui a changé ta vie et tu en connais quelques-uns également d'outils. Pourquoi celui-là et en quoi est-ce qu'il a changé ta vie? Alors pourquoi celui-là? Parce que je dirais déjà, il a une approche un peu particulière dans ce monde du développement personnel qu'on pourrait, si on devait généraliser, parler du monde du développement personnel, c'est que c'est un outil qui est purement scientifique. Et on va dire que moi, à la base, c'est un peu mon modèle de formation, c'est que voilà, je suis une formation scientifique, j'ai évolué dans le milieu médical, et donc c'est vrai que, on va dire, pour que ça me parle et pour que j'entende pendant très longtemps, il fallait que ça soit avéré scientifiquement. Et donc là, quand on se retrouve avec un modèle qui est reproductible à, attention, 97,8%, et qui a été évalué sur des millions de personnes et qui a été développé en collaboration avec une toute petite société qui s'appelle la NASA et qui envoie des personnes sur la Lune. Et
on sait qu'ils aiment a priori que ça soit précis et que ça soit efficace. Déjà, ça m'a parlé. Et après, en fait, au-delà de ça, une fois que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, d'apprendre un peu plus cet outil, j'ai été bluffé par la précision. Et chaque jour, quand je l'enseigne, je suis bluffé à quel point, en effet, c'est reproductible. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent en formation avec moi sont juste un peu coachées à chaque fois parce qu'ils me disent, mais Clément, comment tu sais ça? Ben, c'est juste, c'est marqué. C'est-à-dire que c'est évident, c'est ton mode de fonctionnement, c'est comme ça, et donc c'est reproductible. Maintenant, tu sais et tu as les clés justement pour aller mieux dans ta vie, tu as les clés pour mieux gérer tes relations, tu as les clés parce que tu sais comment tu fonctionnes. Et ça, c'est juste bluffant. Donc, moi, c'est ça, en premier lieu, qui m'a marqué. Et c'est vrai que quand on approfondit cet outil, on se rend compte qu'on a des clés en termes de gestion de soi, en termes de gestion de, on va dire, des erreurs notamment que l'on peut faire dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à reproduire un petit peu les mêmes erreurs dans notre vie. Et on se rend compte que, eh bien, en fait, même ces erreurs que l'on reproduit dans notre vie, elles sont reproductibles et elles sont prévisibles statistiquement par rapport à notre personnalité. Ben, même ça, on a des outils pour pouvoir dire, ben voilà, par rapport à ta structure de personnalité, voilà le type d'erreur que tu as tendance à faire et voilà comment tu peux arrêter de faire ce genre d'erreur. Et moi, ça m'a transformé et ça m'a permis de beaucoup mieux reprendre ma vie en main. Et donc, du coup, quand je t'entends, il y a. Parce que quand tu dis tu as tel type de personnalité, tu reproduis tel type d'erreur. Est-ce qu'il y a pas, il y a quand même beaucoup de gens, donc est-ce qu'il y a beaucoup de types de personnalités? Tu peux peut-être nous expliquer le modèle, parce que du coup, est-ce que, question subsidiaire, on a besoin de 10 ans pour l'apprendre avec toutes les spécificités, de se dire qu'on est quand même X milliards, quoi. Donc, On n'a pas besoin de 10 ans pour apprendre, je te rassure, en quelques jours, ça suffit largement. En fait, en process communication, nous avons tous une personnalité qui est unique. Nous sommes tous uniques. Mais en fait, quand nous faisons ce qu'on appelle un inventaire de personnalité en ProcessCom, c'est-à-dire quand on va répondre à un questionnaire, et derrière, il y a un algorithme qui va calculer notre structure de personnalité. Et donc, voilà, cette structure est unique, elle nous appartient, elle est qu'à nous. Mais il va y avoir certaines composantes dans cette structure-là qui sont, que l'on peut généraliser et sur lesquelles on peut mettre justement des données de prévision, des données analytiques et des données voilà, oui, d'analyse du comportement de toutes les personnes. Notamment, en fait, pour faire simple, on illustre, on va dire, une structure de personnalité en ProcessCom un peu comme une maison qui comporterait 6 étages. Parmi ces 6 étages, il va y avoir le rez-de-chaussée que l'on appelle la base. Et ce rez-de-chaussée correspond à notre mode de perception du monde. Nous naissons, en fait, avec notre base, et c'est notre manière de percevoir le monde. Et c'est aussi notre langage naturel, puisqu'on va voir que notre structure de personnalité est liée aussi, enfin notre langage est lié à notre structure de personnalité. Et ensuite, il y a 5 autres étages par-dessus, que l'on appelle des phases, que nous allons développer lors de nos 7 premières années de vie en adaptation avec notre environnement. Donc on va dire que ce sont des ressources que nous développons pour interagir au mieux, être le mieux adapté possible à notre environnement. Et parmi ces différents étages, donc que ce soit la base ou après les 5 autres phases, pardon, donc les 6 étages que nous avons, il va y avoir un étage particulier qu'on appellera la phase actuelle. Au début, nous avons tous notre phase actuelle dans notre base, mais il peut arriver que nous fassions des changements de phase au cours de notre vie. On en parlera plus en détail par la suite. Mais c'est la phase actuelle qui va déterminer quels sont nos besoins psychologiques les plus prégnants, les plus épidermiques. Voilà. Et donc, en fonction de notre base, on peut analyser donc quelle est notre perception du monde, quelle est notre manière de fonctionner naturelle, quel est notre langage naturel, mais aussi quels sont nos besoins psychologiques et quels sont nos facteurs de stress. Et au-delà de ça, comment nous réagissons sous stress, quelles sont les différentes étapes de stress. C'est-à-dire que rien qu'avec des petits signes dans le langage de la personne, on va pouvoir déterminer quelle va être toute sa cascade de stress, les différentes étapes par lesquelles elle va passer. Et surtout, comment on peut agir pour faire en sorte que le stress n'évolue pas
et que l'on puisse réduire ce stress et donc maintenir une vraie relation et une vraie communication avec la personne. Et donc là, tu as parlé du building, je dirais, hein, de 6 étages. Oui, Est-ce tout à que fait. du coup, il y a aussi un certain nombre de buildings, j'imagine, qui correspondent à chacune des personnalités, c'est ça? Il y en a une quasi-infinité. Puisque si en fait, il y a, comme je te le disais, il y a en effet 6 types de ressources que nous avons en nous, qui vont être ces 6 étages, qui vont être dans un ordre différent d'une personne à l'autre. Donc déjà, on se retrouve avec plus de 700 possibilités d'ordre d'étages différents. Mais en plus de cela, chaque étage va avoir un niveau d'énergie différent et qui va évoluer au cours de notre vie, puisqu'on va, entre guillemets, muscler nos ressources au fur et à mesure de notre vie. Donc en fait, si on prend à la fois l'ordre des étages plus le niveau d'énergie par étage, on se retrouve avec une quasi-infinité, on va dire, de possibilités de structure de personnalité. Donc nous sommes tous uniques, c'est ça la bonne nouvelle déjà. Mais malgré notre unicité, nous avons en effet certains paramètres qui sont prévisibles, qui sont reproductibles et que nous pouvons en effet analyser. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, chaque étage, et je reviens quand même, tu dis qu'il ne faut pas 10 ans, mais s'il y en a 700, plus quasi infini, tu vois que je ne suis pas loin. Ceci dit, sur les étages, quand tu dis, tu vois, que c'est en plus de découpé, c'est comme ça que tu décryptes en fait des personnalités. Comment est-ce que Oui, tu fais? Parce que si maintenant, voilà, on plonge un petit peu plus dans le modèle, oui. comment pouvoir avoir des informations sur effectivement ma manière de fonctionner, ou celle de mon conjoint, ou celle de mon enfant? Alors, si je suis en effet formé à la ProcessCom, en fait, la manière dont on va décrypter la personnalité de notre interlocuteur, par exemple, quand nous discutions, pourquoi j'ai pu te donner quelques pistes, c'est parce que j'ai tout simplement écouté ton langage. Et en fait, comme j'ai expliqué, notre structure de personnalité influe notre langage. Pourquoi? Parce qu'en effet, il existe différents types de perceptions et on sait par exemple que notre perception est liée à notre base. On voit le monde, on perçoit le monde à travers notre base. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un langage qui va être lié à notre base. La plupart du temps, 90% du temps, on a un langage qui est lié à notre base. Et donc, quand on écoute les personnes parler en fonction de leur structure de langage, on peut dire, tiens, leur base, c'est ça. Et donc, à partir de cela, je sais quelles sont, par exemple, quelle est sa manière de percevoir le monde, quels sont un certain nombre de ses besoins, etc. Et ensuite, nous allons pouvoir déterminer la phase dans d'autres circonstances, puisque je te parlais de la phase actuelle qui est plus en lien avec les besoins psychologiques. La phase actuelle, elle, on va plutôt la déterminer lorsqu'il va y avoir plutôt un stress qui va se mettre en place. Alors des fois, ça peut être un très léger stress, qu'on va appeler le premier degré de stress, c'est-à-dire en fait la personne, elle ne sait même pas qu'elle est stressée, mais dans son langage vont transparaître des petits signes qui fait que là, le besoin psychologique qui se cache derrière est en train de ressortir. Et donc là, on peut, grâce à cela, déterminer la phase et donc déterminer quel est le besoin psychologique majeur de la personne. Et donc, par voie de conséquence, quand on sent qu'il y a ce stress-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite injection de bonheur à la personne en satisfaisant son besoin psychologique. On va voir qu'en effet, il y a 6 familles, entre guillemets, de besoins psychologiques. Il y a 8 besoins psychologiques, mais qui sont regroupés dans 6 familles, puisqu'il y en a qui ont plusieurs besoins psychologiques. Et donc, tout simplement, quand on entend ce qu'on appelle ces drivers, c'est-à-dire ces marqueurs de stress dans le langage, on sait que le besoin psychologique qui se cache, c'est celui-ci. Donc, il suffit de satisfaire le besoin pour que la personne se sente bien. Et en fait, de manière globale, il suffit de satisfaire nos besoins psychologiques dans notre vie pour nous sentir bien, pour nous sentir sereins. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, moi, mon besoin psychologique le plus prégnant, c'est le besoin de gestion du temps et le besoin de reconnaissance de la qualité de mon travail en termes d'efficacité. Donc, si j'ai envie d'être heureux et de me sentir bien dans ma vie, par exemple, le matin, moi, qu'est-ce que je fais quand je démarre ma journée? Eh bien, je planifie ma journée. En prenant mon café, derrière, je fais de la visualisation, je vois comment je vais organiser ma journée. Et rien que de faire ça, je suis détendu pour ma journée. Voilà. Mais parce que je connais mon besoin psychologique. Donc, on va les voir, bien évidemment, je pourrais donner tous les besoins psychologiques et comme ça, les personnes pourront identifier quels sont les leurs. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire parce que rien qu'en écoutant comment l'autre parle, on peut déterminer
quels sont ses besoins, quelle est sa perception du monde, etc. Tu peux peut-être donner un exemple aussi sur le fait que, tu vois, tu disais quand l'autre parle, donc tu peux peut-être donner un exemple de certains marqueurs qui te permettent, toi, de te dire, ah bah tiens, de reconnaître en fait par le langage. Tout à fait. Ben, ce que je vais proposer, c'est même à la limite, on va faire un petit exercice de mentalisme. Ah oui. Non, mais c'est pas, tu sais quoi, c'est pas vrai parce que tu viens de dire que c'est scientifique. Donc, Oui, écoute quand tu parles, évidemment. Donc, je sais qu'il y a X années, quand on s'est rencontrés, tu n'étais pas un magicien, alors que je pensais que tu étais un magicien. Et peut-être, mais j'aime bien mais, y croire. Alors, c'est pas grave, je vais dire que quand même, tu es un magicien. mais si on regarde les mentalistes, ils se basent sur des données scientifiques, attention, dont la process-com. Ah. Je vais vous proposer, tiens, tout ce qui est présent, euh, d'aller chercher justement, allez, on va aller chercher quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous demander de visualiser une relation qui est pour vous une relation agréable. Quelqu'un avec qui vous avez une relation qui vous paraît agréable et limpide. Vous savez, le genre de personne avec qui on a la sensation de pouvoir échanger, discuter, sans même avoir besoin de parler presque. On se comprend sans se parler. Quelque chose d'extrêmement fluide. Je pense qu'on a tous connu ça. Et donc, voilà, visualisez une relation comme ça avec qui vous avez cette sensation que tout est fluide et très, très agréable. Je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles vous trouvez cette relation agréable et fluide. Et lorsque vous vous reconnaîtrez, vous leverez les mains, mais je ne vous verrai pas. Alors, première raison qui fait que peut-être vous appréciez cette relation et vous la trouvez agréable, mais peut-être que vous trouvez que cette personne, en fait, dans cette relation, vous vous sentez aimé de manière inconditionnelle, apprécié pour qui vous êtes, tout simplement parce que voilà, c'est une relation de cœur entre vous. Donc ça peut être une relation aussi où vous partagez des fois des choses très sensorielles. Ça peut être manger des bons petits repas ensemble, il y a les bonnes odeurs, il y a les moments conviviaux. En tout cas, voilà, une relation où vous vous sentez vraiment partager quelque chose de cœur. Deuxième possibilité, peut-être que vous aimez cette relation parce que vous trouvez que dans cette relation, c'est une relation qui est très challengeante. Vous avez l'occasion avec cette personne de relever des défis, vous sentez qu'il y a des fois des moments de négo. Voilà. C'est une relation où clairement il y a du challenge, il y a de la compète. Troisième possibilité, peut-être que vous appréciez cette relation parce que vous trouvez que dans cette relation, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement carré, c'est structuré. Vous savez qu'avec cette personne, les choses vont se passer comme prévu. Vous savez que c'est une personne sur laquelle on peut compter, mais dans le sens où, je dis n'importe quoi, je vais donner un exemple. Vous avez prévu de partir en vacances ensemble, vous savez que les choses vont être claires, précises, efficaces. Et vous sentez que justement, c'est une personne avec qui intellectuellement, vous apprenez beaucoup, c'est toujours clair, c'est précis, c'est efficace. Autre possibilité, peut-être que vous appréciez cette relation parce que vous sentez que cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement engagé, avec des vraies convictions. C'est quelqu'un qui a des vraies valeurs, sûrement beaucoup d'honnêteté, oui, peut-être une personne qui s'engage dans des causes importantes, et ça, c'est quelque chose qui vous parle, et vraiment, vous sentez que vous partagez des convictions communes. Autre possibilité, vous aimez peut-être cette relation parce qu'elle est fun et vous vous éclatez quand vous êtes ensemble, vous vous marrez comme des petits fous. Voilà. Et enfin, peut-être que vous aimez cette relation parce que vous sentez que c'est une relation qui vous transporte. Peut-être que vous sentez que c'est une personne qui respecte le fait que si vous avez besoin d'être seul, eh bien, elle le sent. Elle respecte votre besoin de solitude. Peut-être que vous voyez que dans cette relation, euh, vous avez une vraie créativité que vous partagez et un vrai respect du besoin d'introspection de chacun. Voilà. Donc peut-être vous êtes-vous reconnu dans ce type d'appréciation, dans un des types de relations. Mais a priori, si vous êtes reconnu dans certains types de relations, c'est que vous avez... En fait, ce que je vous ai montré là, c'est les différents besoins psychologiques dont on a parlé. J'ai parlé à vos différents types de besoins psychologiques.
Et en fonction des différents types de besoins psychologiques, on peut, a priori, voir quelle est je dirais, votre structure de personnalité, peut-être plus la base, là, de votre personnalité. Par exemple, en fait, je vais vous citer les 6 besoins psychologiques, si tu es d'accord, Émilie, comme ça vous comprendrez. Par exemple, au début, je vous ai parlé de relation de cœur. En effet, il y a un besoin psychologique qui est lié à ce qu'on appelle à l'étage empathique, qui est le besoin psychologique de reconnaissance de soi en tant que personne et de satisfaction de nos besoins sensoriels. Donc, pour se sentir bien, eh bien, en effet, on va avoir besoin d'avoir une relation où on sent qu'il y a de l'amour inconditionnel, ou tout simplement des moments où on va reconnaître qui l'on est et on va nous montrer qu'on apprécie d'être avec nous. Par exemple, si je te dis, Émilie, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Voilà. Je crois que je l'ai, celui-là. Je crois que je l'ai. Oui, oui, tu l'as. Donc, en fait, tout simplement, le fait que dans cette relation, on sente il y a cela, il y a une vraie reconnaissance de soi en tant que personne, qu'il n'y a pas besoin que c'est conditionné à rien, tout simplement. Euh, Ensuite, par contre, il y a un autre type de besoin psychologique qui est le besoin de reconnaissance de notre travail en termes d'efficacité et le besoin de structuration du temps. C'est celui dont je vous parlais, moi, qui est très présent chez moi. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on va se sentir bien quand on sent que la qualité de notre travail est validée, qu'elle est reconnue en termes d'efficacité. Et on va se sentir bien quand on arrive à structurer les choses, quand on sent que les choses sont bien organisées, bien à leur place. Et donc, bah, pareil, si on a des relations comme ça qui satisfont ce besoin-là, eh bien, on se sent bien, tout simplement. Alors bien évidemment, le plus important, on va le voir, c'est de satisfaire nous-mêmes nos besoins psychologiques. Mais je donnais cet exemple-là à travers les relations. Donc, en effet, là, c'est lorsqu'il y a ce besoin psychologique de structuration du temps, de reconnaissance de notre travail. Il y a un autre besoin psychologique qui est la reconnaissance de nos opinions. Il y a des personnes pour qui c'est très important d'avoir leurs opinions qui sont validées. Et ça, c'est très lié aussi au besoin de reconnaissance de notre travail, mais en termes d'engagement, le fait d'être engagé dans notre travail. Il y a un autre besoin psychologique, c'est le besoin de contact ludique, que tu as aussi, ma chère Émilie. Voilà, il faut que ça soit des relations fun, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser. Il y a ensuite le besoin, comment dire, le besoin psychologique d'action et surtout de bénéfice derrière l'action. Donc là, quand on aime le challenge, quand on aime pousser nos limites. Il y a enfin le besoin psychologique de solitude. Le fait de se sentir seul et pouvoir rentrer dans nos pensées et accéder à notre espace de créativité. Donc, voilà les différents types de besoins psychologiques. Et en fait, on sait que ces besoins psychologiques sont liés à notre mode de perception du monde. En effet, je vais te donner un exemple. C'est encore plus simple. Si je peux raconter une petite histoire. Toutes les histoires que tu veux. Bon, eh bien, il y a quelques années, en fait, il y a donc mon ex-épouse, la maman de mon fils, qui voulait absolument expérimenter le saut à l'élastique. Alors, comment te dire? À cette époque-là, moi, j'avais un besoin d'excitation qui était un besoin, pardon, d'action qui était très important. Voilà, un besoin d'excitation qui était très important. Et donc, il fallait qu'il y ait de l'adrénaline dans tout ça. Donc, j'avais recherché des endroits où on pouvait faire du saut à l'élastique et j'avais vu que dans les gorges du Verdon, il y avait le plus haut saut d'Europe, 160 mètres. Donc, je réserve là-bas, on y va. Et au moment où je me retrouve sur le bord du pont, bien évidemment, bon, en amont, on m'a équipé, donc tu connais mon gabarit. J'ai les moniteurs qui m'ont dit, bon, mais vous pesez combien? 105 kilos. Amène un deuxième élastique. Bon, donc ils me mettent un deuxième élastique. Je monte sur le bord, et là, très gentiment, ils me font, est-ce que vous aimez la nature? Oui, oui, pourquoi? Non, parce qu'avec votre poids en bas, vous risquez de manger des feuilles. Bon, je vous remercie. Bon, je me mets sur le bord du pont, et là, on me dit, go, donc je saute. Et là, à ce moment-là, un shoot d'adrénaline incroyable, incroyable. Je fais mes quelques allers-retours, je ne prends pas le pont en remontant, donc tout va bien. Je descends. Et arrivé en bas, je me rends compte qu'il y a 1 heure et demie de randonnée pour remonter. Et là, comment dire, mon enthousiasme est un petit peu chuté. Alors, heureusement, j'avais mon shoot d'adrénaline, donc je me retrouve quand même avec une espèce de sourire béat, comme ça, sûrement un filet de bave qui devait traîner par là. Mais bon, je fais la randonnée. Mais bon, la randonnée, c'était long.
C'était chiant. J'arrive en haut, et là, arrivé en haut, je discute. Donc, il y avait 3 personnes avec qui on échange comme ça. Et là, il y a une dame qui me dit alors, vous en avez pensé quoi? Je dis bah, j'ai adoré, c'était génial. Elle fait parce que moi, j'ai pas du tout aimé le saut à l'élastique. Ah bon? Elle me dit ah non, non. Par contre, la randonnée, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était beau. Je l'ai regardé, je me suis dit mais on a vécu la même chose. Et pareil, il y avait un monsieur qui était là et qui dit moi, bon, oui, pas trop. Mais en fait, par contre, j'ai eu une discussion passionnante avec les 2 moniteurs. Ils m'ont expliqué les résistances des élastiques, l'origine du saut élastique. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On a vécu exactement les mêmes choses. Et bien, malgré le fait qu'on ait vécu les mêmes choses, on n'a pas vécu les mêmes choses. Et en fait, ça illustre bien ce que je voulais, aborder au travers de la base, c'est-à-dire notre mode de perception du monde. En fait, nous vivons les mêmes choses, mais même quand nous vivons les mêmes choses, nous ne vivons pas les mêmes choses. Parce que c'est un peu comme si on avait des lunettes avec un filtre, qui est notre filtre de perception. Donc on va vivre une expérience, elle passe ce filtre, et en fait, derrière, nous allons filtrer à travers 6 types de filtres différents possibles. Premier filtre qu'on va appeler la pensée factuelle. Deuxième filtre qui va être le filtre de nos émotions, que tu as beaucoup. Il va y avoir le filtre de l'action, le filtre des réactions, c'est-à-dire le côté réaction ludique, le filtre de l'imagination et enfin le filtre des opinions. Donc vous voyez, en fonction de notre structure de personnalité, la même expérience va passer par un filtre de perception. Ce filtre de perception va faire qu'on ne vit pas du tout la même expérience. Mais lorsque les expériences se reproduisent, elles passent toujours par ce filtre de perception. Au bout d'un moment, la reproduction fait qu'on va créer des ancrages et notamment, entre autres, des croyances. Nos croyances, comme on le sait, on a tous un cerveau, qui est une magnifique machine, mais un des rôles de notre cerveau, c'est de créer de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de nos fonctions vitales, l'équilibre de notre température corporelle, etc., mais aussi l'équilibre de nos croyances. Parce qu'a priori, pour lui, nos croyances, on les développe pour pouvoir être adaptés à l'environnement dans lequel on vit. D'accord? Et donc, comme on développe ces croyances et qu'il y a cette homéostasie, on va avoir tendance à reproduire les mêmes comportements. Et on va développer aussi un certain langage qui va être aussi structuré d'une certaine manière. Et donc, comme on reproduit les mêmes comportements, on reproduit le même type d'expérience qui filtre par les mêmes perceptions, qui génèrent des croyances, comportements, expériences, etc. C'est un cercle vicieux. Et donc, en fait, on se retrouve avec un mode de fonctionnement qui est toujours plus ou moins le même. C'est pour ça qu'on va avoir tendance aussi à reproduire un petit peu les mêmes choses, notamment les mêmes erreurs. Voilà. Donc, en fonction de notre filtre de perception du monde, nous avons donc une base différente, nous vivons les choses d'une manière différente. Et on va voir que, donc ça c'est un des premiers points qui est corrélé à notre base, notre filtre de perception, mais il va y avoir aussi ce qui nous motive, qui va être lié à notre phase, mais des fois ce qui nous motive, c'est surtout aussi ce qui nous stresse. C'est même pas des fois, c'est à chaque fois, ce qui nous motive, c'est aussi ce qui nous stresse. Et ça c'est un point qui est extrêmement important, puisqu'on va voir que le plus important, c'est que l'on sache satisfaire nos besoins psychologiques, de manière à nous sentir bien, et les besoins les besoins psychologiques les plus épidermiques, les plus importants à satisfaire, en tout cas ceux à satisfaire le plus fréquemment, sont ceux de notre phase actuelle. Est-ce que ça paraît un peu plus clair, la notion de perception? Et ça paraît plus clair, j'ai juste 10 000 questions parce que forcément j'ai envie de connaître pour le coup les détails et puis surtout des exemples. Donc tu parlais justement du saut à l'élastique et justement des différentes perceptions. Oui. Pour info, je te conseille, si tu es encore fan, d'aller jusqu'à Blokrams en Afrique du Sud, c'est les plus hautes, 244 mètres. Voilà. Ah, Moi aussi, j'étais de ceux qui se disent fichtre, qu'est-ce que je fais là? Et j'étais dans ma phase. Moi, j'ai peur de rien. Je teste tout. On peut ne pas aimer les brocolis, mais il faut oui, d'abord goûter. Et donc voilà. je suis d'accord. Diving avec les requins blancs, le saut au parachute, le saut élastique, sachant que je suis taureau et que je ne comprends pas pourquoi on quitte un jour la Terre. Donc voilà, tu vois un peu la phase. Donc je te conseille. Enfin, soit
petite parenthèse qui n'a rien à voir. Soit dit en passant, je serais intéressée d'avoir justement, si tu sais donner un exemple, soit le saut élastique, soit un autre, avec justement comment les 6 perceptions vivent différemment même parce que tu en as expliqué 3 différentes, bah, sans mettre le nom des perceptions, mais de pouvoir voir dans une situation spécifique comment une situation peut apparaître différemment en fonction de la base, parce que je pense que pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, ça peut être sympa de se reconnaître peut-être dans une lunette ou plutôt dans une autre en disant « Oh, ouais, c'est bon. » Je vais te proposer un jeu encore plus rigolo. Oh, d'accord. Tu sais bien. Alors, je vais te proposer de devenir complètement schizophrène pendant 1 minute. Ok. Je vais t'inviter à me donner un sujet, alors marrant si possible, au hasard, que tu décides. Et pendant 1 minute, je vais improviser sur ce sujet et je vais jouer ma structure de personnalité en partant de ma base vers mon dernier étage. Et donc, je vais parler de ce sujet de 6 manières différentes. Et donc, on pourra comme ça illustrer les 6 types de personnalités. Est-ce que ça te tente? Bah, génial. Écoute, je propose… écoute, je viens d'aller faire une promenade dans les bois et j'aime bien monter à cheval. Donc voilà, je propose que la situation, ça soit j'ai décidé de devenir un cavalier professionnel ou cavalier. Ça le fait, ça? Donc, devenir cavalier comme sujet. Très bien. Donc, je vais te proposer de jouer mes 6 types de personnalités. Et ça va être intéressant de voir si tu arrives à découvrir quel est le type de perception par lequel je passe à chaque fois. Donc, je les rappelle, hein, comme ça, au moins, il y a, si besoin, pour pouvoir les redeviner après. Donc, il y a les émotions. Donc, soit je parle à travers mes émotions, soit je parle à travers la pensée factuelle, à travers les opinions, à travers l'imagination, à travers l'action ou à travers la réaction ludique. D'accord? C'est parti. J'aimerais vous parler de mon amour pour le cheval et notamment cette passion que je me suis découvert de chevaucher, de devenir cavalier, parce que c'est pour moi un plaisir incroyable de pouvoir ressentir toutes ces sensations quand on est à cheval et notamment quand on se promène à travers les bois. Mais l'équitation, c'est avant tout un challenge. Essayez le cheval, faites du cheval, découvrez l'incroyable sensation que vous allez vivre en montant à cheval. Le côté grisant de pouvoir partir au galop pendant des kilomètres et des kilomètres. Allez faire du galop sur la plage, mais vous reviendrez mais complètement métamorphosé. L'équitation, c'est aussi quelque chose d'extrêmement précis et passionnant à étudier. D'ailleurs, je vous invite à regarder toutes les études qui ont été réalisées dans le domaine de l'éthologie. Et même d'ailleurs, une question passionnante qui peut être soulevée aussi, c'est de constater que de plus en plus de chevaux qui gagnent les compétitions sont des chevaux qui ne portent plus de fer. Avez-vous regardé toutes les études qui ont été faites, notamment sur les chevaux qui ne portent plus de fer, les chevaux pieds nus, comme on le dit? Imaginez le vent dans vos cheveux, cette sensation de puissance incroyable sous vous, les embruns, une sensation de liberté incroyable. Faites du cheval. Non, mais le cheval, c'est surtout énorme. Je veux dire, est-ce que vous avez essayé de faire du cheval? Mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Moi, la dernière fois que j'en ai fait, mais je me suis éclaté. Mais faites-le. À mon sens, le cheval est l'animal le plus noble qui existe. Quand on pense et quand on regarde la relation homme-cheval qui existe depuis des siècles, c'est à mon avis une des plus belles relations qui soit. Voilà. Je suis super fan de l'exercice.
Mais c'est trop bien, Donc, quoi. donc voilà, j'ai fini d'être schizophrène. Alors tiens, selon toi, Émilie, le premier étage, je t'ai parlé à travers quelle perception? Des émotions. Les émotions, exactement. Le deuxième étage, est-ce que tu as trouvé? Je pense que c'est l'action. Exactement, l'action. Puis le troisième étage. La pensée factuelle, même si tu as traité de cheval, tu as appelé chevaux chameau, là j'ai bof aimé. J'ai dit chameau? Bien, les chameaux ferrés, tu fais, mais c'est pas un chameau, c'est Ah un bon, cheval. ben voilà. J'ai dit chameau alors. Oui. J'ai mis chameau, smiley. Donc voilà, oui, c'était la pensée factuelle. Puis après, L'imagination. l'imagination, oui. La Et le réaction. dernier, la J'adore. réaction La réaction et puis l'opinion. et l'opinion. Voilà. Et donc tu as pu voir exactement comment vont parler les gens en fonction de leur type de perception. Et du coup, parce que quand tu l'as fait, est-ce que, je me suis posé une question, est-ce que certains types vont avec le côté introverti ou extraverti? Tu vois, je prends Oui, par exemple la réaction. La réaction, oui. comme tu l'as fait, je me fais, oh mon Dieu, enfin, tu vois. Oui, il va y avoir bien évidemment des personnalités qui vont être plus introverties ou extraverties. Il va y avoir des personnes qui vont être en déclencheur interne et d'autres qui vont être en déclencheur externe. C'est-à-dire des personnes qui sont automotivées et d'autres qui sont motivées par ce qui se passe à l'extérieur. Il va y avoir, oui, je veux dire, tout est, comment dire, prédictible là aussi de ce point de vue-là. Donc, et là, nous parlions juste de la base, c'est-à-dire notre mode de perception du monde. Mais n'oublions pas que nous sommes beaucoup plus complexes que cela. Nous avons 6 étages à notre disposition, 6 types de ressources. Mais il y en a un qui, justement, lui, va être un peu plus prégnant, un peu plus épidermique à gérer, un peu plus difficile à gérer, que l'on appelle la phase, qui lui est en lien beaucoup plus avec nos besoins psychologiques. Et donc, en fait, alors, si je devais te définir ce que c'est qu'un besoin psychologique de manière à vraiment éclaircir les choses. En fait, un besoin psychologique, c'est un désir puissant qu'on va chercher à satisfaire, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Lorsqu'on le satisfait de manière positive, eh ben, on se sent bien et on est motivé. Lorsqu'on se satisfait de manière négative, eh bien, ça aboutit à la mécommunication et au stress. D'accord. euh, En fait, tous, nous avons des mécanismes de fonctionnement qui font que nous allons chercher régulièrement à satisfaire nos besoins psychologiques, puisque c'est ce qui fait que nous nous sentons bien. Sauf que quand nos besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, eh bien, on va, en tout cas de manière positive, inconsciemment, on va chercher à les satisfaire de manière négative. Et c'est là où on va commencer à avoir des comportements sous stress. L'exemple le plus simple, c'est... je vais te raconter encore une histoire, ça marche encore mieux. Je me rappelle quand j'habitais, fut une époque en région parisienne, il y avait un des paramètres de la région parisienne, c'est qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, j'étais dans les embouteillages, et avec les embouteillages vient souvent un côté un peu désagréable, c'est l'envie urgente d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Donc, quand je suis enfin arrivé chez moi, eh bien, vite, 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 j'ai garé la voiture, vite, je rentre chez moi, je jette ma sacoche et je vais pour aller aux toilettes. Et là, il y a mon fils, tout petit, avec son baby-gros, qui arrive avec un petit dessin à la main et qui me fait papa, 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 regarde mon dessin. Et là, oui, mon chéri, 2 minutes, papa, il va aux toilettes, j'arrive tout de suite. Je vais aux toilettes, je sors, je vais pour me laver les mains. À l'époque, donc mon épouse qui arrive, qui me dit ah tiens, il y a le plombier qui a appelé, ah ok, et elle commence à me montrer ce qu'on lui avait dit. Et pendant que je me lavais les mains, et là le petit qui revient, papa, 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 mon dessin. Oui mon chéri, 2 secondes, je termine de me laver les mains, je vois une chose avec maman et je regarde ton dessin. 30 secondes après, on entend un brum, 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 brum. Je vais voir, et en effet, dans sa chambre, il y avait une construction en Lego qu'il avait jetée par terre. En effet, à 2 reprises, même 3 reprises, il a cherché à satisfaire de manière positive son besoin psychologique, c'est-à-dire qu'il est venu me voir juste pour je lui dis oh là là mon chéri, qu'il est beau ton dessin. Il n'a pas eu de satisfaction de, de son besoin de manière positive, donc il est allé chercher à le satisfaire de manière négative. Donc on s'est intéressé à lui, mais plus pour les mêmes raisons. Alors on pense que les adultes, on est beaucoup plus fins, mais non, pas du tout. C'est même pire.
Je dirais que c'est moins direct, c'est plus sournois, et ça donne des choses terribles, puisque en fait, on va voir en fait une évolution du langage qui va se mettre en place. C'est-à-dire au premier degré de stress, on va avoir des petits marqueurs de stress qu'on va appeler des drivers. Puis après, si là encore le besoin n'est pas satisfait, eh bien on va passer en deuxième degré de stress, qui est beaucoup moins sympa. Et si là encore le besoin n'est pas satisfait, on va passer en troisième degré de stress. Donc je pourrais t'illustrer, si tu veux, certains des degrés de stress, voire même les différents types de personnalités. Mais en tout cas, une chose qui est importante, c'est que une fois qu'on est formé, on arrive à voir quels sont ces différents drivers, ces marqueurs de stress, voir quel est le degré de stress que l'on a en face de nous, et donc on peut agir en conséquence pour satisfaire le besoin psychologique. Mais les besoins psychologiques, c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, hein, les 8 besoins psychologiques que je vous ai cités. Et je dirais qu'il y a une chose dont il faut avoir conscience, c'est que nous sommes les seuls garants de la satisfaction de nos besoins psychologiques. Si l'on s'attend à ce que notre besoin psychologique soit satisfait par l'extérieur, eh bien on risque d'attendre longtemps. C'est notre job finalement dans la vie d'apprendre à satisfaire nos propres besoins psychologiques. Et c'est pour ça qu'il faut supprimer 4 mythes dans notre vie. Le premier mythe, c'est « tu as le pouvoir de me faire sentir bien ». Tu as le pouvoir de me faire sentir mal. J'ai le pouvoir de te faire sentir bien et j'ai le pouvoir de te faire sentir mal. La seule personne au monde qui a le pouvoir de me faire sentir bien ou mal, c'est moi. Si je considère qu'une personne me fait me sentir bien ou mal, c'est que je l'ai accepté. Ça a été mon choix. Et c'est parce que je ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. À la fois, c'est tellement, puissant et à la fois, c'est tellement cruel parce que ça nous Oui, rend la pleine responsabilité de oui, comment on se sent au quotidien, chaque minute, chaque seconde. Et c'est vrai que de se dire quand on va pas bien, de pouvoir avoir juste ce recul, de pouvoir se dire juste comme ça, je te le dis, à cause de toi que tu te sens comme ça. Voilà. Donc c'est c'est ça. des choses que tu projettes, c'est des choses que tu ressasses. Mais très souvent, quand tu es, alors sauf si tu as une douleur physique, mais a priori, quand tu es dans l'instant présent et que tu y es pleinement, ton taf à toi, c'est de regarder tes marqueurs en regardant si, ben, oui ou non, je me sens bien. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait pour me sentir bien? Pourquoi je ne me sens pas bien? Mais et c'est par aussi la connaissance de soi, d'où l'intérêt de modèles comme celui-là qui me fait dire, tiens, voilà comment je fonctionne, donc c'est normal que je réagisse comme ça. Mes besoins psychologiques, c'est ceux-là, et je n'en tiens pas compte parce que je fais telle chose, et donc je fais des choix de faire passer les autres avant moi, ou de... Voilà, et je trouve que voilà, c'est un décodage passionnant, et tu parlais aussi de tout ce qui est motivation. Oui. En effet, pour pouvoir être motivé, pour pouvoir être bien dans sa vie, il faut tout simplement satisfaire ses besoins. En fait, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'à partir du moment où on a conscience de nos besoins psychologiques, on a un job prioritaire qui est comment je fais en sorte que mes besoins soient satisfaits. Et c'est à moi de le faire. Si je ne satisfais pas mes besoins, je ne vais pas être bien. Si je ne vais pas être bien, je vais donc chercher inconsciemment à aller satisfaire mes besoins de manière négative. Et le problème, c'est que quand on cherche à satisfaire nos besoins de manière négative, résultat des courses, on obtient le contraire de ce que l'on cherche à obtenir. Je vais donner un exemple. Nos amis, par exemple, qui sont, on va dire, avec ce besoin psychologique de reconnaissance de soi en tant que personne, et le besoin de satisfaction sensorielle. Donc ça, c'est lié à l'étage qu'on appelle empathique en process communication. Lorsqu'on a ce besoin, en effet, on peut, de temps en temps, quand on est stressé, avoir des comportements qui font qu'au contraire, on va avoir tendance à être rejeté par les gens au lieu d'être aimé. Je vais décortiquer le processus. Au début, imaginons que j'ai ce besoin psychologique de reconnaissance de moi en tant que personne. Quand je vais être stressé au début, je vais commencer à avoir, on va dire, un comportement où je vais me victimiser, tout amoindrir. Alors ça peut commencer avec des choses toutes petites. Imaginons par exemple que je sois employé dans une société et que je veux parler à mon patron.
je vais voir et je frappe à la porte et je vais par exemple faire un toc toc toc. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une petite minute, s'il vous plaît? Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais je me fais petit dans mon corps et je me fais petit dans mon langage. Est-ce que vous auriez une petite minute? Tout est petit. Une minute, ça fait 60 secondes. Hein. Qu'elle soit petite ou grande, ça reste une minute. Là, à ce moment-là, donc là, ce sont les premiers marqueurs de stress. C'est-à-dire que ma voix devient réduite. Je monte dans les aigus à la fin. Vous auriez une petite minute, s'il vous plaît? Je monte dans les aigus à la fin et je me fais petit avec mon corps. Là, imaginons que, comme je suis stressé, en face de moi, la personne me réponde, mais par exemple dans son propre driver de stress, et qu'elle me dise non, j'ai pas le temps. Là, je vais me transformer en Calimero et je vais commencer à geindre. Non, mais voilà, tu te rends compte? Alors que moi, je suis tout le temps dispo pour lui. Des fois, il me demande de travailler le week-end et que je fais tout. Voilà, par exemple. Et progressivement, en fait, à force d'avoir ce comportement, comme je ne satisfais pas mon propre besoin, les gens vont, à un moment, vont en avoir marre que je passe mon temps à geindre. Et donc, au contraire, ils vont me rejeter alors que mon besoin psychologique, c'est d'être reconnu et d'être apprécié et d'être aimé. Ça donne des fois dans des scénarios d'échecs ce que j'appelle pour ma part les, les, les nostalgiques du futur. Les nostalgiques du futur, c'est les personnes qui ne s'interdisent de profiter de maintenant parce qu'on ne sait jamais, plus tard, il pourrait y avoir un problème. Et dans le langage, ça donne des structures bizarres comme ah, ça fait plaisir de vous voir, dommage que vous ne puissiez pas rester plus longtemps. Ma maman a tendance à dire ça. C'est-à-dire, ça fait plaisir de vous voir, dommage que vous ne puissiez pas rester plus longtemps. Quand on arrive, on se dit juste, mais c'est quoi cette histoire? On vient d'arriver, on va passer la journée ensemble, on va passer un moment agréable, et tu es déjà en train de t'inquiéter qu'à un moment, en fin de journée, il va falloir qu'on fasse une marche arrière. Et en fait, résultat des courses, quand on vit cela, sur place, quand on entend ça, on a juste envie de dire, mais pourquoi tu nous dis ça? On vient d'arriver. Ah, mais je dis ça parce que ça, voilà, je m'inquiète et je vous vois pas assez. Et derrière, ça s'envenime. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Si on ne comprend pas que derrière, c'est un vrai besoin de dire, oh, mais ma maman, on va passer un bon moment ensemble et on va apprécier cette belle journée. Ça, c'est quand on comprend que derrière, il y a un besoin psychologique. Mais si on ne comprend pas, on va s'énerver qu'on nous dise ce genre de choses-là. Et petit à petit, on va au contraire venir de moins en moins parce que ça nous énerve d'avoir des petites piques comme ça ou ce qui peut nous paraître comme des reproches, alors que ça n'en est pas. C'est juste des marqueurs de stress, je dirais de recherche de satisfaction négative de leurs besoins psychologiques. Et ce qui est très fort, c'est que quand on comprend tous ces modes de fonctionnement-là, en fait, avant, il y avait des gens où on pouvait se dire, non mais celui-là, qu'est-ce qu'il est con? Et bien après, on arrête de dire ça et on arrête de penser ça. Et on regarde les gens et tout d'un coup, on les regarde avec une véritable empathie. Et on se dit, ah, là, il n'est pas bien. Quand auparavant, on aurait pu penser que la personne était, entre guillemets, con, maintenant, on se dit, oulala, la personne n'est pas bien. Et quand on voit les différentes séquences de stress de tous les types de personnalités, eh bien, en fait, il n'y en a aucun qui est agréable. Ils sont tous insupportables. Mais derrière, c'est que la personne est tout simplement pas bien à ce moment-là. Et il suffit, et c'est magique, d'apporter une satisfaction du besoin psychologique, et en 2 secondes, la pression redescend. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de temps maintenant pour remettre peut-être à plat le modèle, ce que tu as dit, tu vois, depuis le départ au niveau des Bien bases sûr. et peut-être des stress. Je ne sais pas si tu peux ajouter l'une ou l'autre chose pour la motivation et pour le stress, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de stress qui vont avec des bases et des perceptions? En fait, chaque étage, on va dire, chaque type de personnalité a sa propre, comment dire, son propre chemin de stress. D'accord? Ils ont tous une cascade de stress qui est prédéterminée. Et donc, en général, le stress que l'on va avoir, qui va apparaître le plus souvent, ce sont les stress qui sont liés à la phase actuelle. D'accord? Alors, je vais juste expliquer un petit peu la notion de phase actuelle, et comme ça, je vais montrer les différents stress de chacun.
Donc, comme je disais, on est tous avec notre base. D'accord? Puis après, nous développons les 5 autres étages dans nos 7 premières années de vie. Au début, notre phase actuelle, c'est-à-dire là où se situent nos besoins psychologiques les plus présents, se situe au même endroit que notre base, c'est-à-dire notre phase actuelle est dans notre base. Par exemple, moi, je suis né avec une base empathique, et donc mon besoin psychologique était dans cette base au début, et donc mon besoin, c'était le besoin de reconnaissance en tant que personne, et le besoin de satisfaction, et le besoin sensoriel. Puis un jour, il s'est produit un événement dans ma vie qui a fait que j'ai changé de phase. Et donc, mon besoin psychologique a changé. Ma perception du monde est restée la même, mais par contre, mon besoin psychologique a changé. Et tout d'un coup, à un moment, j'avais besoin d'action, j'avais besoin de challenge. D'accord? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde dans notre vie nous dit, mais oh, t'as changé. Ben oui, c'est vrai, j'ai changé parce que mes besoins ne sont plus les mêmes. Et donc, je me mets à me comporter différemment. Et à ce moment-là, il fallait que j'ai du challenge, il fallait que j'ai de l'adrénaline, il fallait que je fasse des trucs un peu fous. Voilà. Et en termes de performance au niveau professionnel, il fallait toujours que je sois le meilleur, le premier, etc. Puis un jour, j'ai à nouveau changé de phase. Et mon besoin psychologique a à nouveau changé. Et je suis passé de ce qu'on appelle en phase travaillomane, le mot n'est pas très joli. Et en fait, maintenant, mon besoin psychologique, c'est la reconnaissance de mon travail, mais en termes d'efficacité et la structuration du temps. Donc en fait, nous pouvons tous changer entre 0 et 5 fois de phase dans notre vie. Il y a 30% de la population qui ne change pas de phase, qui reste ce qu'on appelle basse phase. Mais par contre, il y a 70% de la population qui peut vivre entre 1 et 5 changements de phase, c'est-à-dire voir leurs besoins psychologiques évoluer. L'ordre de changement de phase est prédictif, puisque c'est l'ordre des étages de notre structure de personnalité. Et donc, en fait, en fonction de notre phase actuelle, notre séquence de stress ne sera pas la même. Donc, si on prend par exemple, donc je vais vous donner les différents noms, les différents types de personnalités. Je vais vous donner le côté positif et le côté obscur de la force à chaque fois, si vous voulez. Par exemple, il y a un premier type de personnalité qu'on appelle le type travaillomane. Alors, le mot est très anglais, très moche, c'est de la traduction anglaise, désolé, mais c'est comme ça. Le type de personnalité travaillomane, en fait, les grands points positifs, si par exemple c'est notre base, travaillomane, c'est que donc on va filtrer le monde à travers la pensée factuelle, mais par voie de conséquence, on est une personne qui est très logique, responsable et organisée, avec une question existentielle, c'est suis-je compétent? Par contre, quand cet état se trouve, quand nous sommes en phase travaillomane et qu'on est stressé, eh bien en fait, en premier degré de stress, on va commencer à faire du surdétail, à pinailler et à devenir perfectionniste. Alors, on va commencer à faire des phrases à rallonge, avec plein d'informations à l'intérieur pour être le plus précis possible pour qu'on nous comprenne bien. Et si notre besoin n'est toujours pas satisfait, qu'on stresse encore plus, on va commencer à faire du surcontrôle et à attaquer les gens sur leurs compétences. Ça, c'est quand on est en phase travaillante. Il y a ensuite un autre type de personnalité qu'on appelle le type persévérant, qui lui, donc on est à travers le filtre de perception des opinions. Il filtre le monde à travers ses opinions. Et donc, ce sont des personnes, quand on est en base persévérant, qui sont très observateurs, consciencieux et engagés. Leur question existentielle, c'est est-ce que je suis digne de confiance? Par contre, leur comportement sous stress, premier degré de stress, ils vont commencer à se focaliser sur ce qui ne va pas et ils vont devenir négatifs. Et s'ils deviennent très stressés, deuxième degré de stress, ils vont partir en croisade, ils vont aller chercher à imposer leur point de vue et ils n'écoutent plus d'ailleurs, ils coupent la parole. Alors c'est assez amusant parce qu'en général, on voit un doigt apparaître. Ils se mettent à parler en faisant comme ça. Et c'est un peu comme le professeur qui fait la leçon. Voilà. Donc ça, c'est le type persévérant. Il y a ensuite le type empathique. Type empathique qui filtre le monde à travers ses émotions, n'est-ce pas? Qui est plutôt chaleureux, sensible, compatissant. Sa question existentielle, c'est suis-je aimable? Et lorsqu'il est stressé, je vous l'ai joué tout à l'heure, il va tout d'abord commencer à se suradapter, il va manquer d'assurance et de fermeté, il va se faire tout petit, voilà, pour faire plaisir à l'autre. Et lorsqu'il devient très stressé, en deuxième degré de stress, il va se sentir victime, il va se mettre à faire des erreurs involontaires qui vont le décrédibiliser. Il y a ensuite le type rêveur. Donc lui, il filtre le monde à travers
à travers l'imagination. D'accord? Et donc, sa question existentielle à lui, c'est « suis-je voulu ?» C'est quelqu'un de très calme, réfléchi et imaginatif. Et quand il est stressé, quand c'est sa phase qui est de type rêveur, et qu'il est stressé, eh bien, au début, il va commencer à se couper des autres, à s'isoler. Alors attention, il peut le faire en mode ninja, c'est-à-dire il peut se couper des autres en étant au milieu des autres. Alors je peux te le jouer, ça va. Attention, c'est très rapide. C'est je te regarde, et tout d'un coup, hop, et hop, je reviens. C'est-à-dire que je suis au milieu des autres, mais je vais rentrer dans mon monde intérieur pendant quelques instants pour me ressourcer. Et il peut s'impliquer dans plein de projets sans les terminer, parce que ben, voilà, il est incapable de continuer le projet jusqu'au bout parce que ben, il va partir dans son monde de temps en temps, se couper de ce qu'il a à faire. Et en deuxième degré de stress, il va au contraire se mettre à attendre passivement et à devenir même complètement transparent, à disparaître complètement. On ne sait plus où il est. Voilà. Et je vais donner un exemple, mon papa. Mon papa qui est en phase rêveur, puisque là on parle du type rêveur. À un moment, je lui avais fait un cadeau d'anniversaire et je savais que c'était un cadeau qui allait beaucoup le toucher. Et donc, à un moment, donc, il déballe les cadeaux, il dit merci, merci, merci. Il arrive à mon cadeau. Et là, à ce moment-là, il déballe le cadeau. Et moi, j'étais là, cool, voyons voir si ça lui plaît. Il ouvre, et là, il me fait un merci. Faut que j'aille à la cuisine chercher du vin. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mon cadeau lui a pas plu. J'ai fait une faute de goût. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec ma base empathique, tout d'un coup, je commençais, oh, mais voilà, j'ai pas trouvé le bon cadeau. Gna, 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 gna. En fait, pas du tout. Mon papa est en phase rêveur, c'est sa phase actuelle, et donc son besoin psychologique, c'est besoin de solitude. Il venait de vivre une émotion importante, un léger stress. Même si c'était positif, il venait de vivre un léger stress. Et donc son besoin psychologique, c'est la solitude. Donc il a trouvé un moyen d'aller s'isoler pour pouvoir respirer et se ressourcer. Voilà comment ça peut tout simplement se manifester. Il y a ensuite un type de personnalité qu'on appelle promoteur, qui lui filtre le monde à travers l'action, comme tu l'as très bien trouvé tout à l'heure. C'est des personnes qui sont très adaptables, pleines de ressources, charmeurs. Et leur question existentielle, c'est suis-je vivant? Et lorsqu'ils sont stressés au début, ils vont commencer à prôner le débrouille-toi. Ils ne supportent pas les gens qui sont dépendants. Et en deuxième degré de stress, ils vont commencer à manipuler, voire à prendre des risques. Parce qu'ils ont besoin que ça bouge à un moment. Il faut qu'il y ait de l'adrénaline, qu'il y ait du challenge. Alors ça donne des fois des phrases un peu comme non mais personne ne te le dit, mais moi tu veux que je te dise la vérité? En général, quand on entend ça, il vaut mieux partir, parce qu'on sait que la suite ne va pas être très très bonne à entendre, et c'est une belle manipulation du type promoteur. Et enfin, il y a le type rebelle, qui lui, en fait, filtre le monde à travers la réaction. Et donc, en fait, il réagit au monde qui l'entoure, il est créatif, il est spontané, il est très ludique. Et sa question existentielle, c'est suis-je acceptable? Lorsqu'il est sous stress, alors il est facile à reconnaître. C'est un bruit de dégonflement et de grincement. Ça fait des trucs comme ah. Et il se met à ramer. C'est-à-dire même physiquement, il fait ah. C'est dur ce que je suis en train de faire physiquement. Et il se débrouille pour que les autres fassent à sa place. Ah, c'est quoi ce truc? Tu sais faire, toi? Et comme ça, c'est l'autre qui va faire pour lui. Et franchement, tu l'as bien, celui-là. Et en deuxième degré de stress, il va se mettre à blâmer, à essayer de rejeter sa responsabilité sur le dos des autres. Alors, il blâme de manière beaucoup moins subtile que le faisait le promoteur tout à l'heure. Il n'arrive pas aussi bien à manipuler. Donc, ça donne des trucs assez amusants. Exemple concret, vécu. Un mari qui dit à sa femme, non mais tu le sais chérie que je suis tout le temps en retard. T'arrivais qu'à me mentir et me faire croire qu'on partait une heure plus tôt, comme ça on aurait été à l'heure. Et ça, c'est vraiment pas mal comme idée. Elle est pas mal, hein? Donc j'essaye de mettre sur le dos de l'autre la responsabilité de mes propres erreurs. Voilà. Donc voilà, comme ça vous avez vu un peu les différentes cascades de stress de chaque type de personnalité. Donc si vous voyez votre propre comportement sous stress, dites-vous que c'est plutôt lié à votre phase actuelle. Et donc, je vous ai cité à chaque fois le besoin psychologique, en tout cas le type de perception qui était lié. Donc, en synthèse,
vous percevez le monde, si vous avez un besoin psychologique de reconnaissance en tant que personne, il faut satisfaire votre besoin psychologique de reconnaissance à la fois de vos besoins en tant que personne, c'est-à-dire vous prouvez à vous-même que vous vous apportez l'amour au quotidien qu'il vous faut, et vous devez satisfaire vos besoins sensoriels. Si vous avez un besoin psychologique de reconnaissance du travail ou de structuration du temps, faites en sorte de vous organiser, faites en sorte d'avoir de l'auto-évaluation de la qualité de votre travail. Si vous avez besoin de reconnaissance de vos opinions, de reconnaissance de vos compétences professionnelles, de votre engagement, là encore, faites en sorte de vous engager peut-être dans des choses où vos opinions sont prises véritablement en compte, où vous sentez que vous faites quelque chose d'important, en tout cas une cause plus importante que vous. Si vous avez besoin de solitude, trouvez des moyens d'avoir vos moments de solitude. Si vous avez besoin d'excitation, donnez-vous du challenge dans votre vie. Et si vous avez besoin de contact ludique, là aussi, donnez du fun dans votre vie. Mais c'est à vous de faire en sorte que vos besoins psychologiques soient satisfaits. Eh ben ça, c'était un top résumé, quoi. Franchement, c'est limpide. Mille merci franchement, pour ces partages. C'est juste absolument passionnant. Euh, je rajouterais même peut-être une chose que je fais, et je sais que ma journée est complètement différente. Quand je passe le début de ma journée, au début de ma journée, je fais des rituels pour moi. Voilà, et c'est lié très certainement voilà, à ma personnalité, mais du coup, ma journée elle est complètement différente. Donc, Exactement. peut-être que ceux qui ont besoin de solitude, s'ils pouvaient commencer une journée par de la solitude et ce challenge, par se créer des challenges en début de journée, ce serait un vrai bon boost pour démarrer la journée. Bien sûr. Par exemple, le besoin de solitude, on peut très bien se faire 10-15 minutes de méditation pour commencer sa journée. Et la vie est belle. Voilà. Bon, je le dis souvent, mais le temps passe vite quand on s'amuse et voilà, j'ai plein de questions. Donc, je suis un peu frustrée, mais bon, voilà. Hein, ça appelle, je pense, à un moment donné, une suite pour plonger parce que je pense qu'on a finalement qu'effleuré le modèle, entre autres sur tout ce qui est scientifique, le langage. Enfin, voilà, et comme tu fais en plus super bien les histoires et les exemples, j'avoue que je ne me lasse pas. Je t'en ferai encore jouer tout plein juste pour le plaisir. Est-ce que Si tu... tu veux, je te raconterai une histoire belge. Non, tu vas te moquer, c'est tellement pas gentil. Jamais. Jamais. On peut rire, mais pas se moquer. Bon, on le fait hors caméra parce que sinon, voilà, j'ai- Par contre, si tu as éventuellement encore un exercice, un outil ou peut-être quelque chose pour se dire, allez, tiens, on démarre tout de suite avec la process comme c'est parti, mon kiki, avant de nous laisser. Je ne sais pas si tu as encore dans ta manche de magicien, qui n'est pas vraiment un magicien, mais quand même un magicien. Alors, je vais vous donner oui, une clé qui, en tout cas pour moi, m'a changé ma vie, qui peut être intéressante, notamment pour pouvoir justement ne plus reproduire les mêmes erreurs. Je vais vous donner un exemple concret, en fait. Pour ma part, donc, comme je vous l'ai dit, je suis en phase travail-man et je me rends compte que quand je suis stressé, je ressens de la colère. Une espèce de colère frustrée, en fait, de ne pas obtenir ce que je voulais obtenir, que les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, par exemple. Et un jour, grâce à ce modèle-là, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas une vraie émotion que j'exprimais, mais c'était ce qu'on appelle une émotion de substitution, puisqu'elle était liée justement à mon stress. Et donc, c'était ma manière à moi d'exprimer mon stress, mais ce n'était pas la vraie émotion que je vivais. Et que derrière cette émotion de substitution, il y avait ce qu'on appelle une émotion authentique. Et l'émotion authentique, qui se cachait derrière ma colère frustrée, c'était tout simplement de la tristesse. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, au lieu d'exprimer de la colère frustrée, il me suffisait d'exprimer ma tristesse, eh bien, toutes les tensions ont disparu. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne reproduisais plus les mêmes erreurs. Donc, ce que je vous propose, c'est justement je vais vous citer les différentes émotions que vous pouvez vivre quand vous êtes stressé. Et je vais vous citer l'émotion authentique qui se cache derrière. Et j'ai vraiment un exercice pour vous, c'est accepter un jour, et le plus vite possible, si vous sentez la fausse émotion apparaître, c'est-à-dire l'émotion du stress apparaître,
essayez d'exprimer la vraie émotion à la place de l'émotion de substitution et vous verrez que tout d'un coup, toute cette émotion négative va disparaître, comme par magie. Si je vous donne mon exemple concret, c'est-à-dire que si je pouvais dire il y en a marre, à chaque fois les dossiers ne sont pas faits à temps, je pouvais faire des choses comme ça. Et en fait, derrière, si j'exprime ma tristesse au lieu de la colère frustrée, ça pouvait donner quelque chose comme vous savez quoi, je suis triste que nous n'ayons pas réussi à réaliser, à réaliser ce projet dans les temps que nous avions décidé et de ne pas le faire. Je suis triste que nous n'ayons pas réussi à le faire comme nous le souhaitions. Il n'y avait pas de colère en fait derrière, c'était de la tristesse, mais je le masquais derrière la colère. Donc, je vais vous citer les différentes émotions de substitution et je vais vous donner donc l'émotion authentique qui se cache derrière. Donc, je vous en ai déjà cité une, la colère frustrée. Donc, derrière, c'est de la tristesse. Apprenez à exprimer votre tristesse. Si par contre, vous ressentez que quand vous êtes en colère, vous faites une colère menaçante. En général, c'est lié au filtre de perception des opinions. D'accord ? C'est-à-dire que si, quand vous êtes en colère, vous menacez les autres, vous leur faites la leçon. D'accord ? Dites-vous que derrière, en fait, ce n'est pas une colère. C'est une peur de décevoir. Une peur de ne pas être à la hauteur. Si vous avez cette envie de faire plaisir, ce driver fait plaisir. Et lorsque, donc c'est, je vous rappelle, filtre de perception à travers les émotions. Et que là, vous commencez à être dans la complainte. Je vous illustrais tout à l'heure. Oh là là, il y en a marre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Derrière, il suffit d'apprendre à dire 3 lettres. Non. Ce qu'on appelle la colère authentique, la vraie colère, la colère saine, qui est juste « je me respecte ». Car dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Si j'exprime un sentiment d'impuissance, vous voyez par exemple, imaginons que je suis au restaurant, je suis avec plein d'amis, j'ai envie de manger du poisson parce qu'au menu du jour, il y a poulet et poisson. Et moi, je vais dire, je me dis que j'ai envie de manger du poisson. Et que tout d'un coup, à table, tout le monde dit « Ah, ben poulet, 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 poulet ». Et pour ne pas déranger, ben, je vais dire poulet. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'impuissance. Je ne veux pas déranger. Eh bien, en fait, là, ce qu'il va falloir apprendre à exprimer, c'est l'autodirective, l'autonomie. Apprendre à assumer pleinement ce que vous souhaitez. Si, par contre, vous avez tendance à exprimer, par exemple, une colère d'abandon, derrière, il va falloir apprendre à exprimer votre attachement. Et si, enfin, vous avez tendance à exprimer une colère blâmante, comme, je vais donner l'exemple tout à l'heure, si tu le savais que je suis tout le temps en retard, t'avais qu'à me mentir. En fait, derrière, il faut apprendre à exprimer la compassion et savoir présenter des excuses. Parce que là, le comportement normal, ça aurait été je suis désolé, chérie, je te prie de m'excuser, en effet, je nous ai mis en retard. Donc, si vous avez repéré quelle est l'émotion de substitution, je ne sais pas si tu as repéré la tienne, Émilie. Non. Je suis en train de te dire non, pas justement, elle va avec. Eh bien, en fait, je dirais que votre exercice number one dans votre vie, c'est tout simplement d'apprendre à exprimer l'émotion authentique qui se cache derrière. Et vous allez voir que vous allez avoir plein de choses qui vont changer. Voilà. Quel formidable exercice. Je pense que là, on n'a juste pas d'excuses pour découvrir parce que du coup, une fois qu'on a ça, on remonte aussi le fil. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé le fil de perception, leur base, etc., en ayant les exemples que tu as donnés, peut-être, je dis bien peut-être, qui se reconnaîtront, sauf peut-être ceux en réaction qui blâment parce que du coup, c'est pas leur faute. C'est pas ma faute. Je rigole. C'est ça, voilà. Si vous êtes en réaction, c'est tout aussi bien que le reste. Mais l'idéal, effectivement, c'est de toute façon développer et puis d'aller chercher l'authenticité qui est la vraie émotion qui se cache derrière la manifestation. Et c'est d'autant plus, de toute façon, passionnant
de s'enrichir. Et puis, je pense que pour l'environnement, par définition, c'est un peu comme on prend un avion, on dit toujours le casque sur soi avant, sur les enfants. Là, l'idée, c'est un peu pareil, c'est de regarder d'abord dans son assiette ce qui dysfonctionne, prendre la mesure aussi de ce qui dysfonctionne. Et là, on a quand même une chouette grille de lecture qui, voilà, une fois que vous avez ça, si vous aviez pas eu, voilà, malgré les exemples excessivement bien joués par Clément aujourd'hui, si jamais vous n'aviez pas trouvé, maintenant que vous avez voilà, votre réaction, vous pouvez remonter le fil et re-regarder finalement cette interview pour savoir, voilà, tous les exemples qu'il a donnés, toutes les voilà, vos perceptions et remonter un petit peu le fil et avoir toute une série d'informations. Je pense qu'ils vous aideront beaucoup. Donc, mille merci Clément pour ce puissant partage. J'ai un peu l'impression d'avoir été au cinéma aussi. Je dois, voilà, il faut avec un excellent acteur. Je me suis bien amusée. Il manquait plus que les pop-corn. Je dois bien dire ce qu'il est. Si vous voulez en savoir plus sur Clément, n'hésitez pas à aller sur le site Entrepreneur Aligné, la page du sommet. Vous allez sur Clément. Belle photo de Clément, vous allez le reconnaître. Petit bouton qui est Clément, hop là, vous cliquez dessus et derrière, vous avez sa biographie, toutes ses infos, où le trouver, son site internet, voilà, son LinkedIn, Facebook, tout. Vous n'avez pas son adresse, ni son numéro de téléphone, je le dis. S'il y en a qui ont craqué. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller pour avoir toutes ces informations. Clément, je te remercie mille fois pour ce temps et pour ces magnifiques partages que tu nous as partagé, des partages partagés. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris et je pense que tous ceux qui nous regardent aussi ont beaucoup appris pour ce modèle qui n'est pas forcément l'un des plus connus, je pense. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Émilie, et merci infiniment de ce moment de partage ensemble. Et j'espère que vous aurez trouvé des clés utiles pour vous sentir mieux au quotidien. À très bientôt. À très bientôt.